tous et à toutes, bienvenue sur Greenfluence Media. Je suis Marie, je suis coprésidente de Greenfluence et aujourd'hui je suis accompagnée de Mélissande qui est rédactrice. Et on a l'immense honneur d'interviewer Madame Anne Savinel aujourd'hui. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît? Bonjour, oui, je le peux. Donc, je suis Anne Savinel-Barra et je suis présidente d'Amnesty International France. D'accord. D'ailleurs, la plupart des gens ne font pas la distinction entre Amnesty International et Amnesty International France. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Bien sûr. Donc Amnesty International est un mouvement mondial, comme son nom l'indique, dont le siège se situe à Londres. Et donc, à partir de ce siège, ont été créées un certain nombre de sections dans 72 pays. On dénombre aujourd'hui 72 sections à travers le monde, comme Amnesty France, qui est une section d'Amnesty International Monde, si je puis dire. Voilà, et dans chacune de ces sections, eh bien, nous disposons d'instances décisionnelles, avec une présidence, bien entendu, et puis un secrétariat national qui va être plus ou moins conséquent selon la grandeur de la section. Voilà, donc la section française est en taille la 4e section au monde, derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, et voilà. Donc ça veut dire que nous sommes une section réellement très conséquente, très importante, avec environ 140 000 membres à travers le pays, environ 500 structures locales. Donc par là, on entend des groupes dans certaines villes, mais on entend aussi des antennes jeunes, donc dans les facs, dans les grandes écoles et dans les lycées. Donc des antennes jeunes qui sont en fait des structures assez souples qui permettent aux jeunes de s'engager avec nous à Amnesty et de porter nos combats. Voilà, et puis on dispose donc d'un gros secrétariat national qui emploie environ 100 à 110 personnes. Et puis donc d'un conseil d'administration qui est donc l'instance qui dirige Amnesty International France. Et donc je suis présidente de ce conseil d'administration et donc de la section française. D'accord, et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez un peu plus expliciter ce que vous faites en tant que présidente d'Amnesty France? Alors, oui, j'ai fait beaucoup de choses, effectivement, donc ça va être un peu long si je m'amuse à tout vous détailler. Je vais essayer d'être synthétique, en fait. Donc, en tant que présidente, eh bien, je représente la section, je représente l'ensemble des militants et l'ensemble des salariés vis-à-vis déjà de la loi française, puisque Amnesty France est une association loi 1901, donc, qui est soumise donc à la réglementation française en la matière. Et puis, donc, je dirige cette section, j'en assume les décisions, j'en assume le travail également. Donc ça, c'est pour le côté juridique, je dirais. Sinon, donc je veille à ce que la section française décline les priorités qui sont données au niveau international. Donc au niveau international, nous avons un cadre stratégique qui priorise nos actions pour les années à venir. Et donc, notre section française décline à son tour ce cadre stratégique en faisant le sien, le propre, mais qui doit être cohérent, bien entendu, avec tous les combats d'Amnesty à travers le monde. Alors, Amnesty est un mouvement qui est extrêmement rigoureux dans son travail d'enquête, d'analyse, de communication autour des droits humains. Et donc, cette rigueur-là, eh bien, moi, j'en suis aussi la garante au niveau de la section française. Et puis, donc, je travaille avec les différentes instances et les secrétaires nationaux pour décliner, en fait, les campagnes qui vont être portées par les militants en France. Et puis enfin, donc, en tant que présidente, eh bien, j'anime aussi la vie associative française, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, importante. Donc, beaucoup de militants, beaucoup de structures locales, avec bien entendu une structure qui est à la fois locale, mais aussi régionale, qui permet d'avoir une vie démocratique extrêmement forte et importante.
Et donc je suis la garante aussi de cette vie démocratique et puis voilà, de l'unité de la section dans les combats que nous menons avec les principes qui sont ceux d'Amnesty International, à savoir surtout essentiellement l'indépendance et l'impartialité, mais aussi le sérieux, la légitimité du travail que nous faisons avec ces trois verbes qui nous caractérisent fortement: enquêter, alerter, agir. Ça veut dire que nous n'alertons et nous n'agissons pas si nous n'avons pas derrière des enquêtes sérieuses qui ont été à la fois authentifiées, prouvées. Enfin, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est ce qui fait la crédibilité d'Amnesty aujourd'hui sur toute la planète. C'est la raison pour laquelle Amnesty a voix au chapitre à l'ONU, que ce soit à New York ou au Conseil de sécurité à Genève. Donc c'est ce qui fait la réputation et la légitimité de notre mouvement. Vas-y. Très bien. Et on souhaitait avoir maintenant, parce que vous parlez de combats justement d'Amnesty International, quels pourraient être justement les combats principaux de cette organisation? Alors nos combats sont toujours à peu près les mêmes. Ce sont ceux de la défense, la promotion et la défense des droits humains. Donc les droits humains dans leur totalité, tels qu'ils sont décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis ceux qui sont portés par le droit international, puisque c'est le droit international qui nous guide. C'est sur le droit international que nous nous basons pour dénoncer des actes illégaux, des violations aux droits. Donc, du coup, la palette de combats que nous menons est large et dans cette dramatique actualité que nous vivons aujourd'hui, nous sommes obligés de prioriser nos combats parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, même si nous sommes nombreux. Pour autant, on ne peut pas se battre sur tout et tout le temps. Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, nos priorités, en fait, se situent tout d'abord dans les droits les libertés fondamentales que sont la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion pacifique. Et avec ces droits-là, tout ce qui tourne en fait aux droits du citoyen, ces droits propres dans chacun des pays bien entendu. Et puis, deuxième priorité, c'est tout ce qui concerne les discriminations, avec une attention particulière aux populations qui aujourd'hui vivent des discriminations multiples. Voilà, je pense notamment aux femmes, je pense aussi aux personnes LGBTI+, je pense aux communautés minoritaires, qu'elles soient ethniques, religieuses. Voilà, donc un travail important à ce niveau-là. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, et dans le premier aussi, que nous avons donné notre priorité aussi, là, depuis maintenant, on va dire 2 ans, à la question de la protection des civils dans les conflits armés. On y reviendra sûrement, mais c'est donc un sujet d'une grande priorité aujourd'hui. Et surtout, compte tenu du nombre incroyable de violations du droit international, donc qui est mis en danger par des États puissants qui veulent en fait anéantir ce droit international et faire valoir le leur, qui n'est rien plus ni moins que la loi du plus fort, et qui met en danger à la fois les instances internationales, mais aussi les mécanismes qui nous protègent, qui protègent nos droits, qui protègent la paix, qui protègent la sécurité. Donc ça, c'est pour nous, à l'heure actuelle, un combat essentiel. Et d'autant que ce combat s'accompagne aussi du combat contre l'augmentation terrifiante des pratiques autoritaires, des politiques autoritaires, des lois autoritaires, y compris dans les pays de tradition démocratique. Et la France, d'ailleurs, ne fait pas exception à la matière. Donc, cette montée, en fait, de ces pratiques autoritaires, vient priver les droits
des droits fondamentaux des citoyens. Donc j'évoquais tout à l'heure la liberté d'expression, de réunion, de manifestation. Ce sont des libertés qui sont en premier lieu attaquées par ces pratiques autoritaires. Voilà, pour essayer de faire court, ce qui aujourd'hui nous préoccupe. Alors bien entendu, comme je m'adresse à vous dans ce court résumé, je n'oublierai pas la question de la justice climatique. Donc nous attaquons les problématiques environnementales par le biais de la justice climatique et je pense que j'aurai l'occasion de m'en expliquer. Et puis on n'oublie pas non plus la protection des enfants et des jeunes, qui est aussi une priorité sur l'ensemble de nos combats et qui est aussi une priorité en interne dans notre vie associative où aujourd'hui on cherche à réellement faciliter l'engagement des jeunes dans notre mouvement avec des modèles d'engagement qui leur conviennent. Parce que nous avons besoin des jeunes, et je ne dis pas ça parce que vous êtes en face de moi, je le dis dès que je le peux, nous avons donc cette conviction qu'en fait les jeunes nous apportent énormément, nous apportent leurs idées, leur créativité, leurs mots, pour à la fois légitimer nos combats, mais aussi leur donner encore plus de force. Et donc voilà pourquoi aussi on travaille particulièrement sur cette question-là actuellement. Eh bien, merci beaucoup, c'est super complet, merci beaucoup. D'ailleurs, du coup, on est Greenfluence et donc c'est un média qui se tourne surtout vers les questions environnementales et surtout le changement climatique. Et d'ailleurs, j'aimerais connaître, moi, c'est les compétences qu'Amnesty International a sur cette question climatique. Alors, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, en fait, Amnesty International, donc mouvement de défense des droits humains, va aborder la question climatique sous l'angle de la promotion et du respect des droits humains. Et donc, pourquoi effectivement y a-t-il un lien entre le changement climatique, la crise que nous vivons et les droits humains? Eh bien, en fait, ce changement climatique qui provoque voilà, toutes les conséquences que vous savez autant que moi, voire mieux que moi, eh bien, ont un impact direct sur un certain nombre de personnes et donc touchent aux droits, à des droits fondamentaux de tout à chacun, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à vivre dans un environnement sain, et puis des droits aussi qui sont liés à leur situation à la fois sociale, économique et culturelle, puisque l'impact du changement climatique est bien plus fort sur les pays à faible revenu ou les pays intermédiaires, et il a un impact bien plus fort, et ça a été démontré, sur les populations les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus isolés, les plus discriminés. Et donc, tout ceci va en fait multiplier les impacts du changement climatique sur ces mêmes personnes qui vont donc être doublement touchées en fait par la crise climatique. Donc c'est par ce biais-là en fait qu'on aborde ce sujet et puis bien entendu on l'aborde aussi sur un angle qui pour nous est extrêmement important, c'est la défense des défenseurs des droits humains et les défenseurs de l'environnement, du droit à un environnement sain. Et donc nous menons du coup, et depuis maintenant un temps certain, des combats pour aider, pour soutenir des défenseurs de l'environnement qui sont donc en difficulté, que ce soit dans certaines communautés autochtones notamment, mais que ce soit aussi dans nos pays, y compris ici en France, où on peut remarquer, comme ailleurs, que les défenseurs de l'environnement aujourd'hui sont particulièrement silenciés et donc empêchés de porter leur discours et leur mise en garde.
Et justement, donc, pour agir, pour justement lutter contre les effets que peut avoir le dérèglement climatique sur les droits humains, quels peuvent être les modes d'action possibles d'Amnesty International? En fait, les modes d'action vont rejoindre enfin, en grande partie des actions qui sont menées par des associations de défense de l'environnement qui ont ça pour cœur de leur combat. Donc on va les rejoindre sur nombre de points. On va les rejoindre sur tout ce qui peut contribuer à diminuer l'impact de la crise climatique. Donc on va les accompagner sur tout ce qui est comment dire plaidoyer contre l'extraction des énergies fossiles. On va accompagner sur tout ce qui va détruire en fait l'environnement, parce que la destruction de l'environnement a un impact sur les droits humains des personnes qui habitent dans ces lieux. Donc, du coup, oui, il y a beaucoup de combats qu'on va mener avec d'autres associations de défense de l'environnement. À côté de ça, on va mener aussi des combats pour, je disais tout à l'heure, pour soutenir, protéger, accompagner, défendre les défenseurs de l'environnement qui sont en grande difficulté. Voilà, si on prend les défenseurs canadiens, les Wet'suwet'en, qu'on a beaucoup défendus pendant plusieurs années, qui étaient donc attaqués par le gouvernement canadien parce qu'ils avaient tenté d'empêcher l'implantation sur leur territoire de pipelines, donc voilà, qui étaient construits par une industrie. Bref, vous imaginez le scénario, il est de façon assez classique, et donc cette communauté qui s'était rebellée contre ce projet d'une grande entreprise et qui avait donc été attaquée au pénal. Et donc nous les avons soutenus, nous avons porté leur combat avec eux. Alors nous, mais c'est l'ensemble du mouvement. Donc nous ici en France, on les a particulièrement aidés. Et ils sont venus plusieurs fois en France d'ailleurs. On leur a donné l'occasion de s'exprimer avec nous. Ils ont été présents dans des manifestations. Ils ont pu rencontrer des élus. Donc pour porter leur combat, et aujourd'hui ils ont gagné. Et donc ce qui montre aussi que les combats sont importants et qu'ils amènent des victoires dès lors qu'on ne lâche pas, que l'on continue le combat. Donc voilà une façon vraiment de travailler. Voilà, on peut en avoir d'autres aussi. Je pense notamment aux populations qui vivent dans des pays durement touchés par le changement climatique, donc là où les catastrophes naturelles se répètent, qu'elles soient brutales ou qu'elles soient à long terme. Je pense à ces villages totalement désertés parce qu'il n'y a plus moyen de cultiver quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus d'eau, parce qu'on alterne pluie torrentielle et période de sécheresse. Donc ces personnes sont obligées de quitter leur village et donc de migrer, que ce soit à l'intérieur de leur propre pays ou à l'extérieur. Et donc nous travaillons aussi sur cette notion de déplacement climatique et de ce qu'entraînent ces déplacements qui sont aujourd'hui à travers le monde particulièrement importants. On a peu de chiffres et il est difficile de dire exactement combien ils sont, mais on les imagine aux alentours de 10 millions de personnes quand même qui aujourd'hui à travers la planète sont obligées de se déplacer en raison du changement climatique. Donc là aussi, nous travaillons donc pour ces personnes, pour qu'en fait le motif de leur migration soit reconnu, qu'ils puissent correspondre en fait au statut de réfugié tel qu'il est défini dans la Convention de Genève. Et donc c'est un travail important, et
et l'est d'autant plus que nous vivons une période où la question migratoire est instrumentalisée de toutes parts. Et donc, il faut aussi pouvoir porter cette question-là, parce que nous aurons de plus en plus de personnes migrantes à nos portes de l'Europe, qui est quand même épargnée, si on peut dire, par rapport aux dégâts du changement climatique dans d'autres pays. Et donc, c'est une question extrêmement importante, et ce d'autant qu'il nous faut être vigilants sur la question des motifs de migration, qui aujourd'hui peut être discriminatoire et peut être instrumentalisé, utilisé politiquement, et donc il faut faire extrêmement attention. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant d'instrumentaliser des personnes, j'ai vu qu'en juillet 2025, Amnesty International France avait dénoncé dans plusieurs communiqués la répression des militants pour le climat. Et aujourd'hui, où est-ce que cette situation en est ? Elle n'a pas beaucoup changé. Elle n'a pas beaucoup changé. Donc nous, effectivement, nous avons sorti l'an dernier un rapport important sur la discrimination des militants pour le climat partout dans le monde. Donc c'est pas spécifique à la France, c'est aussi dans d'autres pays, on a pu le démontrer, mais on a bien entendu fait un focus sur la France, où en fait on remarque que la défense du climat est stigmatisée. Stigmatisée, voire même criminalisée. Voilà, des responsables politiques de ce pays n'ont même pas hésité à parler d'écoterrorisme. Donc c'est quand même extrêmement fort, quoi, hein. Donc tout est fait en tout cas pour stigmatiser les militants, tout est fait pour rendre leur discours inaudible ou déformé. Et donc, on assiste à plusieurs choses. D'une part, à une couverture médiatique uniquement des situations difficiles dans lesquelles des militants pour la défense de l'environnement sont pris à partie ou sont dans des situations de conflit sur le terrain. Je pense notamment aux manifestations très conséquentes, comme on a pu voir à Sainte-Soline ou autour de l'autoroute dans le sud. Donc il y a ces questions-là qu'on va monter en épingle, laissant croire en fait que ces militants pour l'environnement sont effectivement des personnes violentes qui n'ont pour objectif que de semer le chaos en quelque sorte. Et puis à côté de ça, on va presque totalement silencier leur discours, ou en tout cas on va en parler si peu que pas, de ce qui véritablement motive leur mobilisation. Donc ça va passer plus ou moins sous silence, en tout cas ça ne va pas être mis en évidence. On va ne plus parler que des échauffourées, des violences ou des difficultés avec les forces de l'ordre, et on ne va pas parler du sujet même qui les mobilise et de pourquoi ils les mobilisent. Donc on sent bien que en fait ce qu'on cherche à faire, c'est à taire leurs revendications, comme si en fait elles n'existaient pas, quoi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film Soulèvement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est soutenu par Amnesty, ce film. Il est particulièrement édifiant, quoi. On voit bien à quel point en fait des militants de l'environnement, des agriculteurs, des personnes qui sont tous les jours confrontés aux problématiques de l'environnement, et bien tout à coup se voient accusés d'être des personnes violentes alors que c'est pas du tout leur profil. Donc ça c'est un vrai sujet. À
côté de ça, on voit aussi que dans les médias, en règle générale, on parle très peu des questions environnementales. On va évoquer le sujet de temps en temps, mais en fait, si on fait le total des moments où réellement on parle des problématiques de l'environnement, du climat, eh bien, c'est bien faible au regard de l'urgence mondiale que représente aujourd'hui le changement climatique. Donc ça aussi, c'est une façon, quelque part, de silencier la question, d'éviter qu'elle ne prenne le devant de la scène, alors que l'urgence voudrait que tout à chacun puisse avoir toutes les informations nécessaires pour se faire une idée la plus précise possible de la situation actuelle. Voilà essentiellement ce que j'ai envie de dire sur la France. J'ajouterais peut-être que dans le cadre de justement de la science, de l'empêchement à la parole des militants pour le climat et pour l'environnement, eh bien, on peut ajouter aussi des interdictions de manifestations ou des répressions de manifestations qui vont en fait toujours dans le même sens, minimiser le plus possible la parole des défenseurs des droits de l'environnement ici chez nous. D'accord, merci beaucoup. Juste assez rapidement, une question. Est-ce que dans les actions justement pour tout ce qui est la question climatique, tout ça, est-ce qu'il y a une collaboration entre Amnesty International et d'autres ONG justement pour pouvoir lutter contre ces effets que peuvent avoir sur les droits de l'homme et sur l'homme en général? Bien sûr, oui. Il y en a, donc régulièrement, nous faisons partie de collectifs, d'associations. Donc, bien entendu, c'est toujours avec des précautions pour ne pas perdre nos principes de base que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, nous sommes un mouvement impartial, indépendant, et donc on ne va travailler avec d'autres associations que si ces principes-là nous sont garantis, bien entendu. Mais nous avons tout intérêt, en fait, aujourd'hui, à rassembler nos forces. Donc, et puis d'autre part, il y a certaines associations qui ont des savoir-faire que nous, on n'a pas. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir travailler et de bénéficier, en fait, des savoir-faire des uns et des autres. Je dirais aussi que les associations de défense de l'environnement, quand elles nous interpellent souvent, parce qu'ils cherchent à avoir aussi notre partenariat, parce qu'effectivement, on leur amène la caution d'Amnesty qui est importante dans leur combat. Donc, oui, bien sûr, il faut qu'on travaille avec les autres associations, il faut qu'on travaille collectif. Plus on est nombreux, plus on est mobilisé, plus on est rassemblé, plus on a de chances de réussir à faire bouger les choses. D'accord, merci beaucoup. On va passer à la seconde partie de l'interview où on va parler au-delà des réfugiés, notamment à cause de la question climatique. On va aussi parler de l'accentuation aujourd'hui des menaces envers les droits humains qu'on a déjà commencé à évoquer. Et d'ailleurs, je voulais vous demander comment la protection du climat aujourd'hui elle pourrait améliorer les conditions de vie des populations mais dans le monde entier. Je voulais revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, à ce qui arrive aujourd'hui dans bon nombre d'endroits. D'abord, les pays qui sont en bordure de mer, avec la montée des eaux, donc les régions côtières, les îles du Pacifique, qui sont au ras de la mer avec la montée des eaux qui se trouvent réellement en danger, voire même danger de disparition pour certains. Donc, on va évoquer aussi les pays qui se trouvent dans ces régions où les catastrophes naturelles se multiplient. Donc, je parlais tout à l'heure
d'inondations, de pluies torrentielles et puis de séquences de chaleur torride. Je pense ce qui se passe au Pakistan, par exemple, qui est très durement touché. Et au Pakistan, c'est surtout le nord du Pakistan qui est touché par les inondations. Des inondations terribles parce qu'en fait ce sont des habitations qui se trouvent le long des fleuves qui débordent et qui engloutissent tout. Et donc ce sont, comme je l'évoquais tout à l'heure, souvent des populations pauvres ou discriminées, donc dont on s'intéresse peu au final et qui du coup ne sont pas aidées, ne sont pas soutenues dans ce qui pourrait être mis en place pour se préparer, pour contrer les catastrophes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Quasiment dans tous les endroits où les personnes ou les populations ont quitté leur village, ont quitté leur région, eh bien, c'est en raison en fait d'une absence totale d'aide, de soutien pour supporter en fait ces catastrophes naturelles. Certaines peuvent en tout cas être anticipées dès lors que l'habitat est construit en fonction aussi de l'environnement, dès lors que les villages ne sont pas à proximité d'un fleuve ou trop à proximité du bord de mer, etc. Donc il y a des choses qui peuvent être faites pour que les populations en fait ne soient pas à ce point meurtries, voilà, par les catastrophes. Mais aujourd'hui, en fait, il y a très très peu de choses qui sont faites. Donc, je crois que c'est certainement un des sujets importants sur lesquels il faut pousser, comme il faut pousser aussi pour que les communautés autochtones qui vivent de l'environnement, qui vivent de la terre, je pense l'Amazonie, c'est tellement important aussi d'évoquer cette région du monde où en fait les communautés autochtones d'Amazonie eh bien, sont ignorées de la politique du pays concernant justement l'Amazonie. Et donc, leurs souhaits, leur mode de vie ne sont absolument pas pris en compte, ils sont simplement ignorés. Et donc, ils vivent de plein fouet, en fait, toutes les conséquences de destruction de l'environnement. Et donc, au final, eh bien, aucun de leurs droits n'est respecté, en tout cas certainement pas celui de choisir leur mode de vie, puisque les pauvres, ils n'en ont pas la possibilité. Donc je pense qu'avec ce raisonnement-là, on peut l'appliquer à peu près partout. Quoi. Que faisons-nous aujourd'hui pour protéger les populations les plus en danger? Voilà, c'est une question qu'on peut tous se poser et au final, on va avoir peu de réponses à mettre devant. Et justement, pour continuer un petit peu dans cette dynamique, aujourd'hui on voit la hausse de conflits armés un peu partout dans le monde et surtout au Moyen-Orient qui ont un impact sur l'environnement non négligeable. Et justement, quel est l'impact au niveau des droits humains de ces conflits qu'on voit apparaître de plus en plus souvent? Alors, je l'évoquais tout à l'heure en introduction, tous les conflits armés qui se produisent aujourd'hui sont des conflits qui se détournent en fait du droit international humanitaire, ce qu'on appelle aussi le droit de la guerre, qui en fait, ce droit international humanitaire oblige les parties en conflit à protéger les civils. Les bombardements indiscriminés sur les civils sont interdits. Les bombardements sur les infrastructures civiles sont interdites. La destruction de tout ce qui contribue à la survie des gens, toutes les structures essentielles à la vie en fait, doivent être protégées et en aucun cas détruites. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur l'ensemble des conflits? On voit des populations bombardées,
des immeubles habités, bombardés. On peut parler de Gaza, on peut parler de l'Iran aujourd'hui, on peut parler du Liban, mais on peut parler aussi du Soudan, on peut parler aussi de la République démocratique du Congo, on peut parler de l'Ukraine. En fait, ce droit-là n'est pas respecté. Et c'est les civils qui en payent le prix. Ils en payent le prix parce qu'ils sont les premières victimes, des morts, des blessés, des personnes traumatisées à vie. Ils sont, on touche à leurs moyens de survie. Donc à Kiev, à moins 20 degrés, la population vit sans chauffage et sans eau dans des immeubles de 10 étages. Il faut descendre 10 étages à pied pour aller essayer de chercher un seau d'eau dans la rue. Remonter les 10 étages à pied par moins 20 degrés, sans chauffage. Donc, toutes les conditions de vie sont dramatiques. Et à côté de ça, comme on détruit les infrastructures civiles, on détruit aussi ce qui fait vivre la terre, le bétail. Donc, ce sont des terres agricoles qui sont détruites. C'est du bétail qui est tué. Ce sont des systèmes de pêche qui sont complètement détruits également. Donc, on touche à l'environnement aussi. Si on regarde à Gaza, les tonnes de détritus des immeubles qui ont été bombardés à Gaza, mais c'est inimaginable. Pour le coup, c'est un coût faramineux pour l'environnement. Et ce d'autant plus qu'il n'y a plus une terre qu'on peut cultiver là, maintenant. Si on prend le conflit en cours, je vais parler de l'Iran parce qu'on a eu des éléments sur ce qui s'est passé à Téhéran il n'y a pas très longtemps, là, il y a 2 semaines, où des bombardements israéliens et américains ont touché des lieux de stockage de pétrole à proximité de Téhéran. Et on a eu des témoignages d'habitants de la capitale qui ont dit mais c'était une pluie de suie sur toute la capitale. C'était plein jour, mais on pensait que c'était nuit, tellement le ciel était noir. Et quand on sortait dans la rue, eh bien, notre peau devenait noire, tellement la suie tombait de partout. Donc, on voit bien aussi dans ces conflits qui font très peu de cas de la vie humaine, on fait aussi très peu de cas de l'environnement, de la nature, de ce qui constitue la vie, quoi. On ne respecte plus rien. Donc oui, ces conflits sont très destructeurs aussi pour l'environnement. On ne bombarde pas comme on le fait aujourd'hui avec des bombes d'une puissance incroyable sans imaginer qu'il y ait derrière des dégâts pour des années et des années à venir pour retrouver une terre saine dans laquelle les gens puissent vivre de manière la plus confortable possible. On ne peut pas aussi imaginer que tous ces gens qui ont subi ces bombardements-là, eh bien, ne soient pas eux-mêmes touchés en fait par les conséquences des fumées inhalées, voilà, des pots de pétrole en feu ou des explosions dans les lieux de vie dans lesquels ils vivent. Voilà, ils vivent dans la poussière, ils vivent aussi dans des endroits où l'hygiène est forcément déplorable et où voilà, les infections se multiplient. Et ce sont les sols aussi qui sont contaminés. Et bon, voilà. Enfin, les conflits armés, bien sûr, sont extrêmement destructeurs pour l'environnement, que ce soit sur terre, mais que ce soit en mer aussi, hein, enfin, bien entendu. Donc oui, on peut avoir de très grosses inquiétudes là-dessus. Complètement.
Et justement, face à cette accentuation brutale des menaces, déjà sur le monde en général, mais sur les droits de l'homme aussi en particulier, comment est-ce que Amnesty International peut justement agir face à ça? Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de découragement de la part déjà un peu de l'opinion publique, mais aussi vis-à-vis des ONG ou d'Amnesty International qui justement agissent en première ligne face à ça justement? Alors non, nous ne sommes pas découragés. Et il ne faut surtout pas se décourager. De tout temps, ces combats pour les droits humains ont été des combats difficiles. On n'a jamais rien obtenu facilement. Donc, c'est la détermination d'ailleurs qui nous caractérise. On dit toujours on ne lâche rien. Et effectivement, il ne faut rien lâcher. Il faut s'accrocher aux victoires que l'on peut compter. Donc nous avons eu des victoires en 2025, y compris sur les questions environnementales. Et donc, si on ne fait rien, rien ne risque de s'arranger. On le voit bien. On le voit bien aujourd'hui. Tout va de mal en pire. Chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles. Et donc, nous avons il n'y a pas longtemps créé un slogan, c'était si tu ne supportes plus les actualités à la télé, change-les. Hein. Ça veut dire, si effectivement on ne supporte pas ce qui est en train de se passer, plutôt que de baisser les bras et de dire mais c'est foutu, eh bien remontons nos manches et agissons. Parce qu'aujourd'hui, c'est la société civile qui doit prendre le dessus. Ce ne sont malheureusement plus nos systèmes internationaux, nationaux qui vont à eux seuls suffire. Il faut que la société civile se bouge. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis autour de l'ICE. Qu'est-ce qui a fait partir l'ICE de Minneapolis? C'est la société civile. Voilà. Donc ça montre bien que même face à un Trump, voilà, qui est vraiment est la caricature même de ceux qui utilisent leur pouvoir pour commander le monde et surtout faire des profits les concernant, eh bien que même ces grands puissants-là, eh bien, à un moment donné, sont confrontés à la volonté des peuples. Et du coup, pour démontrer à quel point c'est vrai, il suffit de regarder ce que font les régimes autoritaires qui se mettent en place. La première chose qui est faite, c'est de faire taire la société civile. Donc c'est de l'empêcher de parler, c'est de l'empêcher de manifester, c'est de l'empêcher de s'associer. Voilà pourquoi ces trois libertés fondamentales que j'évoquais en premier lieu sont essentielles. Donc nous avons encore, nous, cette chance de pouvoir nous exprimer, de pouvoir manifester, même si c'est pas toujours facile, même si parfois il faut oser, même si parfois il faut vaincre la peur qu'on a fait naître en nous, en nous mettant des interdictions, en organisant des maintiens de l'ordre qui sont absolument disproportionnés par rapport aux revendications des manifestants. Eh bien, il faut continuer à les manifester, il faut continuer à dire ce qu'on a envie de dire. Il n'y a que comme ça que les choses vont bouger. Et l'année dernière, lors de la sortie du rapport annuel, la situation était tellement terrible à travers le monde, dans tous les pays qu'on avait décrit. Il fallait, dans les propos qu'on tenait, il fallait s'accrocher à un exemple pour dire mais si, on peut encore faire bouger les choses. Et donc, j'avais utilisé cet exemple, donc il me semble, j'espère ne pas me tromper, que c'était au Ghana, mais j'espère que je ne me trompe pas, où en fait le pouvoir en place cherchait à abroger la loi qui interdisait les mutilations génitales féminines. Autrement dit, le pouvoir souhaitait voir revenir les excisions. C'est la société civile qui s'est mobilisée. La société civile s'est mobilisée, se sont tous rassemblés devant les bâtiments où se réunissaient les personnes qui avaient le pouvoir de décider.
projet et les mutilations génitales féminines n'ont pas été à nouveau autorisées. Donc, c'est quand même un exemple fort qui montre, toi, dans un pays où on pratique l'autoritaire, où la société civile a très peu de marge de manœuvre pour s'exprimer, eh bien, dans ces pays-là, eh bien, on y arrive. Je crois que je vous ai perdu. Hein, eh bien, vous voyez, dans un pays comme cela, eh bien, les gens ont osé. Ils ont osé et ils ont gagné. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être non plus être trop optimiste et idéaliste. Le combat n'a jamais été facile et il ne le sera jamais. Mais si on ne mène pas de combat, si on laisse faire, alors rien ne changera, bien au contraire. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment un message fort qui nous habite, nous, et qui nous donne aussi ce courage-là de dire regardez l'Iran, regardez ce qui se passe en Iran. Regardez ces milliers de manifestants dans les rues au mois de janvier qui se faisaient tirer dessus depuis les toits avec des fusils de chasse, quoi. Et ils continuent à y aller. Voilà. Il faut qu'on ait ce courage-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si jamais ceux qui nous écouteront veulent s'engager pour Amnesty, qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vous rejoindre ? Alors, c'est très facile. C'est très facile. Donc, nous avons un site, amnesty.fr, sur lequel tout est expliqué. Et donc, il suffit d'aller dans les rubriques qui sont... On vient de refaire le site, donc il est beaucoup plus facile d'accès qu'il ne l'a été, pour voir ce qui est... D'abord, il peut y avoir des structures locales près de l'endroit où vous habitez, une antenne jeune, un groupe local. Si le souhait, c'est de s'investir collectivement avec d'autres pour mener ensemble des combats. Et puis, il y a des personnes qui peut-être préfèrent ne pas s'engager avec d'autres, mais s'engager seules. Et donc, dans ces cas-là, il y a la possibilité déjà de participer à nos actions en ligne. Donc, un certain nombre de pétitions, des propositions de courrier. Plus on est nombreux à se mobiliser sur une situation, plus on a de chances de gagner. Et puis, il y a aussi des choses qui se jouent sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons donc un certain nombre de nos militants des structures locales, ou même nous ici au niveau du secrétariat à Paris, ou même moi, nous communiquons sur les réseaux sociaux et donc on peut relayer nos posts. Plus on est nombreux à répéter un même slogan, un même combat, eh bien, plus on a de chances de porter ce message et de faire en sorte qu'il soit entendu. Voilà, donc il y a toutes ces façons-là de participer. Il y a aussi des jeunes qui sont en ligne sur Twitch, par exemple, et qui font ce qu'on appelle des cercles d'action, c'est-à-dire qui mènent des actions communes de manière virtuelle. C'est voilà, autant de façons de se battre avec nous. Alors, j'insisterai juste sur les antennes jeunes parce que ça, je pense que c'est des structures faciles et particulièrement intéressantes. Donc, ce sont en fait des petites structures qui sont gérées. Il suffit d'avoir un jeune ou une jeune qui est désireuse de monter cette antenne, de signer une convention avec la région et avec moi, et du coup de recevoir un certain nombre d'éléments, d'outils, de documents qui permettent soit de faire des stands d'information, soit d'organiser des conférences, de faire un film avec débat, de faire une exposition sur des thématiques que nous portons actuellement. Et donc c'est je pense, une bonne façon en fait de mobiliser autour de vous, autour de nous. Encore une fois, plus on est nombreux, plus on est fort.
Et donc, et ça, c'est vraiment un moyen de toucher les jeunes, comme vous le faites, vous, avec votre association. Eh bien, voilà, on peut le faire aussi avec Amnesty. D'accord. Justement, je tiens à préciser que je suis membre d'une structure locale d'Amnesty et j'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent être inspirés par le message d'Anne Savinel aujourd'hui de se renseigner, voire de s'engager. Personnellement, c'était une expérience qui m'a beaucoup apporté, qui m'apporte encore aujourd'hui. Donc, tous ceux qui aimeraient rejoindre ou juste s'impliquer ponctuellement, ça peut se faire et c'est super enrichissant. Alors, je pense, oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui en visio. Merci. Merci à vous de m'avoir donné cette occasion de parler et de m'adresser aux jeunes. Encore une fois, en soulignant l'importance du travail que vous faites. Merci. C'est absolument nécessaire de ces messages que vous pouvez porter autour de vous et encore une fois des messages qui légitiment le travail que l'on fait. Voilà, c'est pour l'avenir qu'on travaille, c'est pour les générations à venir, mais c'est aussi pour le présent. Et donc, vous êtes aussi les acteurs de ce présent-là. Et donc, on a vraiment besoin de vous. Et donc, si vous pouvez aussi porter cet appel auprès des jeunes qui vous écouteront, la défense des droits humains a besoin de tout le monde et particulièrement de vous. Merci beaucoup. Merci pour ce message très inspirant. Merci à tous ceux qui ont regardé l'interview d'être arrivés jusqu'ici. Merci à Mélissande qui m'a aidé à préparer cette interview et à Mia dans le fond qui nous a aidé avec la technique. Vous pourrez retrouver cette interview sur le site de Greenfluence, sur notre chaîne YouTube et surtout je vous invite à aller vous renseigner auprès d'Amnesty si jamais vous voulez devenir membre. Et merci beaucoup à Marie. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.